Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Sibylle et Raphaël. Aujourd'hui, ou en tout cas le jour où cet épisode sortira, c'est la Saint-Nicolas. Cette fête rend hommage à un personnage qu'on peut voir comme l'ancêtre du Père Noël. Ce saint est un évêque de l'Antiquité qui vivait sur le territoire de l'actuelle Turquie où il a été persécuté par les Romains parce qu'il était chrétien. Selon la légende, il aurait fait plusieurs miracles après sa mort. En particulier, il aurait fait revivre des enfants tués par un boucher. C'est pour ça qu'il est vu comme le protecteur des enfants et qu'à la Saint-Nicolas, le 6 décembre, les enfants sages reçoivent des cadeaux. Quand on cherche à se renseigner sur l'histoire de Saint-Nicolas, on tombe beaucoup sur des sites internet consacrés à l'Europe qui expliquent que la Saint-Nicolas est une fête européenne. Et c'est vrai que cette fête est importante dans plusieurs pays européens, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie ou encore en Pologne. C'est vrai aussi qu'elle n'est pas arrivée intacte sur d'autres continents. Aux États-Unis, c'est la version Père Noël qui s'est imposée, et ce sont les publicités pour Coca-Cola qui ont créé le fameux costume rouge du Père Noël dans les années 1930. Mais Saint-Nicolas est aussi représentatif des ambiguïtés de l'identité européenne. Il est fêté jusqu'en Turquie et en Russie, aux limites de l'Europe. Il est fêté en Suisse, qui est au milieu de l'Europe mais ne fait pas partie de l'Union européenne. Et plusieurs pays bien européens comme l'Espagne ou la France ne le fêtent pas, ou seulement dans quelques régions. De plus, cette fête est celle d'un saint catholique, alors qu'il y a des Européens juifs, musulmans ou athées. Alors si la fête de la Saint-Nicolas n'est pas le meilleur symbole de l'existence d'une culture commune à toute l'Europe, est-ce qu'il y a autre chose ? Existe-t-il une identité européenne ? C'est la question du jour dans French Baratin. Pour commencer, on va, comme toujours maintenant, faire un petit quiz et je vais essayer d'en savoir plus sur vos connaissances sur l'Europe. On est prête. À votre avis, quelles sont les limites géographiques du continent européen ? La Russie à l'est, à peu près la chaîne de l'Oural, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours. Mm-hmm. Et à l'ouest, il y a l'océan Atlantique. Ouais. Au sud, la Méditerranée. Ouais. Et au nord, le pôle Nord. Bah ouais, ça me paraît pas mal, effectivement. Le plus compliqué, c'est à l'est, puisque l'Europe fait partie de ce supracontinent qu'est l'Eurasie, et que donc fixer une limite quelque part au milieu de ce continent, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, ce sont apparemment les cartographes du tsar Pierre le Grand au XVIIIe siècle qui ont fixé la frontière à l'Oural. Donc c'est une décision qui est principalement politique en fait. Mais à part ça, effectivement, les autres frontières géographiques sont plus claires. Et après, il faut quand même aussi ne pas oublier les anciennes colonies des différents pays colonisateurs européens qui font partie finalement de l'Europe politique, même s'ils se situent un peu partout ailleurs dans le monde. Oui, comme la Réunion ou la Guyane pour la France, c'est ça ? Exactement, par exemple. C'est quand même bizarre pour un pays d'être au milieu de deux continents. Ils auraient pu s'arrêter avant la Russie. Mais comme tu disais, c'est aussi très politique, donc forcément... Oui, c'est très politique, c'est très historique aussi. Enfin, là, pour le coup, c'est peut-être plutôt toi, Sibylle, qui pourrait en parler, mais je crois que la Russie a aussi toujours été un petit peu attirée vers l'Europe, vers la culture européenne, et donc et d'où cette ambition un petit peu du tsar Pierre le Grand de se rapprocher de l'Europe. Donc c'est une manière de dire oui, regardez, nous aussi on est européens, on a un bout d'Europe, on a un bout de notre pays qui est en Europe. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Pierre le Grand était très attiré par l'Europe des Lumières et il a invité plusieurs souverains à venir le voir. Il a fait des voyages en Europe et il a essayé de démontrer que la culture russe, sous lui-même, sous Pierre le Grand, était européenne. Ok. Ok, alors, deuxième question. Quelles seront les capitales européennes de la culture en 2024 ? Cécile ? Moi, j'avais celle de 2019 et potentiellement celle de 2028, mais j'ai pas celle de 2024, donc je ne peux pas répondre à la question. Tu peux nous dire celle de 2019, peut-être. 2019, c'était Matera, dans le sud de l'Italie, où on a été tous les trois. Tout à fait. Juste avant, d'ailleurs, pas pendant, mais juste avant, en 2018.
Et je sais qu'en 2028, il y a Montpellier qui est en lice, il y a Rouen, ma ville, qui est en lice aussi. Il y en a quelques autres, mais ça n'a pas encore été décidé pour 2028. Mais du coup, 2024, je suis un peu trop en avance. C'est que 2024, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. D'accord. Eh bien, donc en 2024, on aura 3 villes, ou plutôt 2 villes et une communauté de communes. L'une des villes, c'est Tartu, qui est la 2e plus grande ville en Estonie. Ensuite, il y a la ville de Bodø, ou Bodø en Norvège. Et on a la communauté de communes du Salzkammergut en Autriche. Et donc, les capitales européennes de la culture, c'est un programme qui a été créé en 1985 et qui est géré par la Commission européenne et dont le but est de soutenir la culture dans les villes qui deviennent capitales de la culture. Et elles peuvent recevoir un financement si elles appliquent bien les recommandations du jury à hauteur de 1 500 000 €. Ok, pas mal. Ensuite, 3e question. Combien de personnes ont bénéficié du programme Erasmus depuis sa création en 1987, à votre avis? Alors, Cécile, tu l'as fait, je crois. Oui, tout Donc à fait. Ça fait une personne. Et moi, tu l'as fait aussi. Ça fait 2. On peut aller loin comme ça. Quelques centaines de milliers. Parce qu'on a beaucoup d'amis. Quelques centaines de milliers. Ouais, je suis d'accord avec Cécile. Quelques centaines de milliers. Eh bien, il y en a eu 12,5 millions. Millions, eh oui. Avec une montée en puissance depuis la fin des années 2000, parce qu'en 2009, il n'y en avait que 2 millions. Et à votre avis, quel est le pays qui envoie le plus d'étudiants en Erasmus? J'aurais dit l'Italie ou l'Espagne, ou l'Allemagne, ou nous. Il y a souvent nous. Sibylle? Moi, je veux pas faire trop égocentrique, mais je pense quand même que c'est la France, parce que c'est le 2e pays le plus peuplé d'Europe, et que les Français aiment bien voyager, donc ça ne m'étonnerait pas que les étudiants français soient nombreux à profiter du programme Erasmus. Eh bien oui, c'est la France devant l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Donc ça, ce sont les chiffres avant le Covid. Depuis, je ne sais pas, mais il faudrait vérifier. Mais en tout cas, effectivement, la France en a beaucoup bénéficié. Et enfin, dernière question. À votre avis, combien y a-t-il de langues dans l'Union européenne? Sibylle, est-ce que tu as une idée? Je dirais une 20aine à peu près. Ouais. Cécile, plus, moins? Plus 40? Oh, ah oui, beaucoup, pour le coup. Alors, on a 24 langues officielles. D'accord. Mais après, si on ajoute effectivement tout ce qui est langue régionale et locale, là, on se retrouve avec moult langues. Mais 24, c'est déjà pas mal. Hein. Mais 24 officielles, c'est déjà pas mal. D'autant plus qu'il y a aussi 3 alphabets différents. C'est vrai. Il y a l'alphabet latin qu'on utilise en France, mais il y a bien entendu aussi l'alphabet grec et l'alphabet cyrillique. Donc voilà, ça n'aide pas forcément toujours à communiquer tout ça. Hein. Très bien, alors on voit que vous avez quand même une bonne connaissance de l'Europe. Merci. On a notre passeport européen. Vous méritez votre passeport européen. Mais la question, du coup, qui se pose, c'est est-ce que vous vous sentez européenne? Oui, est-ce que vous avez l'impression d'être européenne ou est-ce que, c'est juste quelque chose comme ça qui est c'est marqué sur le passeport, mais ça change pas grand-chose, quoi. Sibylle, est-ce que tu as envie de commencer? Oui, je veux bien. Eh bien, moi, je me sens effectivement européenne. L'idée de l'Europe, c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé, même quand j'étais petite. Pour moi, ça a toujours été plutôt une évidence et quelque chose de positif. Et je me souviens comme quelque chose de plutôt joyeux, le passage à l'euro. Je trouvais ça très chouette quand j'avais 12 ans, de me dire que j'allais avoir la même monnaie que
les gens des pays d'à côté, même si ça faisait faire des calculs un petit peu compliqués avec 1 euro égale 6 francs, virgule quelque chose. Mais comme j'avais pas d'argent à 12 ans, peu importe. Et j'ai commencé à faire la collection des pièces en euros de tous les pays. Et donc oui, pour moi, l'Europe, ça a toujours été quelque chose de plutôt positif. Et puis ensuite, en grandissant, c'est quelque chose aussi que j'ai expérimenté de manière plus concrète à travers des voyages. Mes premiers voyages étaient en Angleterre, qui faisait alors partie de l'Union européenne et qui peut toujours faire partie de l'Europe, le continent. Et puis en Italie, en Allemagne, en Suisse, donc vraiment dans des pays européens. Et c'est peut-être aussi le fait de pouvoir circuler comme ça assez facilement en Europe qui a renforcé mon sentiment d'être européenne. Et enfin, en voyageant plus loin, en grandissant encore plus, et ben ça m'a montré que effectivement, il y avait quelque chose d'européen dans mon identité parce que assez souvent, je me suis sentie plus proche d'autres Européens en dehors de l'Europe. Par exemple, aux États-Unis, on a eu une expérience commune avec Raphaël. Donc, on trouvait les Américains très sympathiques, mais il y avait certaines habitudes qu'ils avaient ou certains comportements qui nous semblaient assez différents des nôtres et qui étaient différents aussi de ceux d'autres Européens. Par exemple, le fait lorsque on part d'une soirée, par exemple, de dire au revoir très rapidement dans un souci d'efficacité. Eh bien, c'est très différent de la culture française. Comment ? Oui, voire pas du tout d'ailleurs. Voire parfois pas du tout, oui. Parfois, on peut juste s'en aller d'une soirée sans dire au revoir. Alors que dans la culture française, on va rester, on va dire au revoir pendant longtemps. Il faut aller faire le tour de tout le monde, tous ceux avec qui on a parlé. Et on a rencontré un Néerlandais qui nous a dit que lui aussi avait cette expérience un petit peu différente. Et puis une amie lettonne aussi nous a dit la même chose. Elle avait cherché à dire au revoir à des Américains qui n'avaient pas compris pourquoi elle prenait cette peine, alors qu'elle aurait pu juste partir. Voilà, c'est une petite anecdote, mais c'est pour dire qu'il y a comme ça des petites habitudes dans lesquelles on se sent européen. D'accord, ouais. Okay. Et toi, Cécile, alors, est-ce que tu te sens européenne ? Avant cet épisode, je m'étais pas forcément vraiment posé la question. Ouais. Je crois que, de base, je me sens du coup très française. Après, pendant très longtemps, toujours maintenant, mais je me présentais du coup de Normandie, donc d'origine normande. Je vais me présenter maintenant presque de alsacienne d'adoption. Et mais c'est vrai que je me suis jamais présentée comme européenne. Et même si du coup, alors moi j'avais 10 ans, je crois, quand l'euro est arrivé. Même si effectivement il y avait ce côté où de par les pièces et la collection effectivement, on découvrait un petit peu tous les pays de l'Europe et il y avait ce côté un peu effectivement on partage quelque chose de commun, mais c'est vrai que je l'avais pas. Enfin, il y avait ce côté finalement le mot pompeux mais que j'aime quand même beaucoup qui est un peu se sentir citoyen du monde. Et quand j'ai été en Erasmus en Angleterre, il y avait énormément en fait de non-européens. Je pense qu'ils faisaient partie du coup du programme Erasmus Mundus, je ne sais pas comment ça se prononce. Et du coup, il y avait pas mal de gens du continent américain, que ça soit les États-Unis, mais aussi l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord avec le Mexique. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu cette expérience plus internationale que cette expérience européenne. Mais pour autant, je me rappelle on avait dû regarder un film avec des amis internationaux et je crois que ça parlait du coup de la Seconde Guerre mondiale. Et je me rappelle avoir une discussion assez étonnante avec une Américaine qui ne savait pas trop ce qui s'était passé à cette période-là. Et alors que forcément pour nous en Europe, il y a quand même, alors en plus les Américains ont participé à notre libération, mais finalement nous c'est vraiment quelque chose de très marqué la Seconde Guerre mondiale avec le génocide juif. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui nous a marqué, je pense à vie, même si on l'a pas vécu. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment de commun avec les autres Européens. Et en fait, cette non-connaissance de cet héritage, finalement, je me suis dit, en fait, on n'a pas les mêmes racines d'une certaine manière, et alors qu'on va les partager avec les Européens. Donc, on va dire que ça a été un premier choc culturel d'une certaine manière de se rendre compte qu'en fait, qu'on n'a pas tous la même histoire, ou en tout cas, on nous la raconte pas
tous de la même manière, etc. Et plus récemment, du coup, en arrivant à Strasbourg, qui est une des capitales européennes avec Bruxelles, je crois qu'il y a de nouveau cette envie de repenser un petit peu l'Europe, enfin, de mon sentiment d'appartenance à l'Europe. Parce que finalement, c'est vrai que ça reste très abstrait pour moi. Mais voilà, je suis contente d'une certaine manière de m'être déplacée un petit peu à l'Est jusqu'à Strasbourg pour être un peu plus au cœur de l'Europe finalement. Alors qu'à Paris, j'étais au centre de la France. Maintenant, je suis au centre de l'Europe. Donc, mais c'est vrai que je connais assez peu aussi le reste. Les pays frontaliers, je les connais un petit peu. Mais je connais très peu, en fait, le reste de l'Europe. Et bon, ça fait écho à nos épisodes sur le voyage, mais comme j'essaye de limiter les voyages en avion, c'est pas toujours facile d'aller très loin en Europe, même si, enfin, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps pour prendre le train sur des longues distances. Même si, du coup, je sais que c'est tout à fait possible. Donc voilà, un petit peu mon ressenti, mais j'ai hâte de voir ce que va dire cet épisode sur ces sentiments européens. Voilà. Et toi, Raphaël ? Moi, c'est assez différent de toi, je dirais, parce que moi, je suis franco-allemand, mon père est allemand, ma maman est française, donc d'une certaine manière, je suis déjà, ça fait peut-être un peu pompeux, mais je suis déjà un petit peu le produit finalement de la construction européenne, ou du moins de la réconciliation entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale dont tu parlais tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi, en fait, dans ma construction, on va dire, de mon identité. Et mes parents se sont rencontrés par un échange entre leurs écoles, entre leurs lycées. Donc, vraiment dans le cadre de cet effort, finalement, politique entre les pays, les anciens ennemis, cet effort de réconciliation. Et ensuite, j'ai grandi dans d'autres pays européens que la France. Je suis né en Allemagne et je suis venu en France seulement pour mes études. Donc, j'ai vécu en Allemagne, en Autriche. Plus tard, j'ai fait des études européennes aussi, parce que justement, j'étais curieux d'en savoir plus justement de l'histoire aussi de l'Europe. J'ai étudié le droit et l'économie aussi de l'Union européenne. Et au-delà de ça, j'ai participé aussi au United World College Short Course. United World College, c'est un réseau qui rassemble des écoles internationales, en fait, auxquelles j'avais postulé pour le lycée. J'avais pas été pris, mais j'avais pu, en remplacement, on va dire, participer à un short course, qui était une sorte de stage sur 3 semaines de rencontres avec d'autres jeunes de mon âge, où on parlait de thématiques liées à la diplomatie, à la résolution de conflits. Du coup, j'ai rencontré des gens de plein de pays européens différents et en l'occurrence majoritairement des pays d'Europe de l'Est, parce que mon short course a eu lieu en Lituanie en 2000, donc 10 ans après la fin de la guerre froide, qui était encore très marquée en fait par les régimes communistes. Et en fait, ces expériences-là m'ont donné toujours l'impression, toujours renforcé cette impression que j'avais, qu'il y avait plus de choses qui nous rassemblaient que de choses qui nous séparaient, que je pouvais toujours trouver quelque chose en commun avec les autres, en fait. Et que j'ai toujours trouvé que la nationalité n'était pas forcément toujours un facteur de proximité. C'en est un, évidemment, hein, mais je pense que ça passe essentiellement à travers de la langue et la culture, plus que par d'autres symboles de la nationalité qui, eux, sont plus une construction. Donc, donc moi, oui, je me sens plutôt européen, et dans l'ordre, je me définirais d'abord comme franco-allemand, puis comme européen. Ok, c'est une belle expérience. Et bien maintenant qu'on a un petit peu parlé de nos propres expériences, je propose qu'on rentre dans le vif de notre sujet, de notre débat. À votre avis, existe-t-il une identité européenne ? Sybille, est-ce que tu as un avis sur la question ? Alors, pour préparer cet épisode, je suis allée voir la définition d'identité, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais qui n'est pas forcément facile à comprendre. Et j'ai vu une définition qui était intéressante et qui disait que l'identité, c'est, je cite, le caractère de ce qui, sous des dénominations ou des aspects divers, ne fait qu'un ou ne représente qu'une seule et même réalité. Donc c'est un petit peu long, mais moi ce que je retiens de cette définition, c'est que
il peut y avoir des aspects divers. Donc, on peut être différent, mais quand même partager une même identité si on considère qu'on a des choses en commun. Et puis, j'ai vu aussi que l'identité, c'était ce qui restait identique à travers le temps, dans le temps. Donc, une identité peut évoluer s'il reste un cœur commun, en quelque sorte. Et donc, cette définition m'amène à dire que je pense que oui, effectivement, il existe une identité européenne, mais sous plein de formes différentes. Et que cette identité, elle est ressentie plus ou moins fort par différentes personnes, évidemment. Mais tous les Européens, en tout cas ceux qui appartiennent à l'Union européenne, ils sont quand même rassemblés au moins par des normes communes, par exemple. Par exemple aussi nos nouvelles cartes d'identité, on parlait de passeport européen, mais même les cartes d'identité françaises. Là, j'ai pu voir celle de Raphaël. Il a changé sa carte d'identité récemment et c'est un nouveau format. Et en fait, j'ai appris que ce format était le même pour tous les Européens. Et je trouve ça fou de dire, voilà, on a tous un peu le même document dans nos poches ou dans nos portefeuilles, ou on le perd, ça dépend des gens. Je pense plutôt à moi. Hein. Je serais tout à fait capable de perdre ma carte d'identité, surtout si elle était aussi petite. Maintenant, le format, du coup, c'est le format d'une carte bancaire. Pour ma carte bancaire, ouais, tout à fait. Ah oui, effectivement, gros changement pour la France. Ouais. Et très pratique pour les petits portefeuilles, parce que j'en avais un petit peu marre d'avoir un gros portefeuille, entre guillemets, seulement à cause d'une carte d'identité. Voilà, donc merci l'Europe. Donc merci l'Europe, voilà. Ouais, mais en même temps, c'est quand même intéressant parce que c'est là où... C'est mon côté patriotique qui parle, hein, je vous préviens. Mais il y a ce côté où... Est-ce que de par cette identité peut-être commune, parce qu'on partage des choses, notamment le format de la carte d'identité, est-ce qu'on perd pas notre identité de pays ? Non, parce que justement, je trouve que typiquement, mon exemple, c'est simplement le format carte bancaire, les dimensions qui changent, les symboles qui sont représentés dessus. Oui. Restent ceux de chacun des pays. Tu dois toujours avoir marqué, je sais pas ce qui est marqué sur la carte française, mais tu vas marquer les symboles RF ou République française sur la carte française. Oui. Non, mais les auditeurs de ce podcast vont croire que j'ai un tout petit peu peur du changement et des avancées. Pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu... Non, mais j'entends l'argument et je vois... et ça se tient, hein. Mais moi, je trouve que l'un n'efface pas l'autre. Non, c'est vrai. Effectivement, c'est s'attacher finalement à la forme plutôt qu'au fond ici, quand je dis ça. Mais c'était intéressant la définition. Et du coup, ça me refait penser effectivement à ce dont je parlais dans le partage d'expérience, que de par notre histoire commune, potentiellement, il y a vraiment quelque chose qui nous relie tous en tant qu'Européens. Même si c'était, comme son nom l'indique, une guerre mondiale, le génocide juif a eu lieu vraiment sur le territoire européen et de fait créer cette histoire commune et donc cette identité, puisqu'une histoire ne changera jamais. Elle est avec nous pour toujours. Ouais, sur l'histoire, je trouve que c'est très parlant aussi, effectivement, cette idée que tous les Européens ont vécu les mêmes événements, mais pas forcément dans le même camp, ou pas forcément de la même manière, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a encore une fois la guerre froide. Après l'épisode sur l'espace, vous allez penser que je suis une fan de guerre froide, et c'est vrai. Et vous aurez raison. Vous aurez compris que c'est vrai. Mais je trouve que c'est un très bon exemple, parce que finalement, en Europe, il y avait ce qu'on appelait le rideau de fer, donc une énorme rupture, une énorme frontière entre l'Europe communiste et l'Europe capitaliste. Mais tous les pays européens étaient dans la même position, un peu pris entre les deux grands, pris entre l'URSS et les États-Unis, et puis au milieu du potentiel champ de bataille, puisque c'est sur nous, qu'on soit à l'est ou à l'ouest, que les bombes pouvaient retomber le plus facilement, finalement. Donc, il y avait peut-être les mêmes inquiétudes et en tout cas un même positionnement, alors même que l'idéologie n'était pas la même. Mais c'est vrai que ça, c'est assez fascinant parce que on aurait pu s'imaginer que il y a eu la Seconde Guerre mondiale et puis après il y a cette division et hop, l'Europe est divisée à jamais entre deux camps. Mais en fait, on s'est retrouvés dans le même camp tout en étant divisés. C'est quand même assez extraordinaire. Faut le faire. Mais sur l'histoire, ça remonte aussi à plus longtemps que ça, quoi. Il y a quand même aussi toute l'histoire religieuse et culturelle qui est vieille de
2 millénaires ou plus, 3 millénaires, et qui est commune aussi, et sur laquelle peut venir s'ancrer justement une période comme ça, peut-être de division. Il y a quand même un référentiel culturel commun. Et du coup, beaucoup plus récemment, finalement, c'est quand il y a eu le Brexit, où finalement, c'est drôle parce que c'est comme si c'était acté que l'Europe, et du coup, plus par extension l'Union européenne, c'était quelque chose qui était pour toujours et qui était vraiment... Enfin, qu'on n'allait pas changer. Et d'ailleurs, ça me fait réfléchir au fait que peut-être c'était plus ancré chez moi que ça. Parce que quand il y a eu ce Brexit, il y a eu ce sentiment un peu de « j'y crois pas, c'est pas possible, ça va pas se passer ». C'est un truc bizarre. Et comme si on reniait l'Europe alors que c'était ce qui nous avait fait vraiment revenir ensemble pour éviter notamment les guerres, encore une fois, hein. Et ça m'a fait très bizarre. Et même, d'ailleurs, c'était drôle, toute proportion gardée. Mais au Royaume-Uni, de voir la réaction des gens qui n'y croyaient pas non plus, pour ceux qui, du coup, avaient voté contre le Brexit, ce sentiment de « non, c'est pas possible, on va pas s'arrêter ». Et notamment pour tout ce qui était Erasmus, ce sentiment de... Alors qu'on était dans la collaboration, être ensemble, tout à coup, en fait, on disait non à ça. Et comme si on ne voulait plus de l'Europe et de cet héritage commun, ou en tout cas des avancées futures ensemble. C'est... voilà. Oui, c'est quand ça menace de s'effondrer qu'on se rend compte qu'on y tient, peut-être. Oui. Mais c'est là où ça manque... où je pense que ça manque... Où l'Union européenne manque d'une politique... culturelle plus poussée et d'une vraie logique de construction d'une identité culturelle qui soit vraiment présente dans la tête des gens, quoi. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu flou comme ça qui fait que quand on va aux États-Unis et qu'on va à une soirée et qu'on s'en va et qu'on va dire aux gens au revoir et qu'ils te regardent bizarrement, ils disent mais pourquoi il me dit au revoir celui-là, il est trop poli. Il est trop poli. Là, on remarque qu'il y a une différence culturelle, mais c'est très vague finalement, ça ne dit rien. C'est pas ça qui va faire que les gens vont voter en faveur de rester dans l'Union européenne. C'est pas suffisant. C'est là où il manque quelque chose et où les institutions européennes n'ont pas vraiment fait de travail de construction, d'intégration en fait, vraiment. Et ce qui est dommage, en fait, je pense, c'est que beaucoup de gens craignent que ça s'accompagne d'une négation ou d'une destruction ou d'une disparition de leur identité nationale, alors que ça n'a pas besoin d'être le cas. Les identités nationales aussi ont été construites sans pour autant faire disparaître les identités régionales. On a toujours encore des éléments... pas entièrement. Oui. Non, mais en fait, je faisais juste d'un air dubitatif parce que historiquement, c'est vrai que l'État français a construit l'identité française un peu contre les identités régionales, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette philosophie-là pour l'identité européenne. L'État français, et c'est assez spécifique à la France aussi. Parce que l'État français est très, très centralisé et c'est moins le cas dans des pays moins centralisés comme l'Allemagne par exemple, où t'as quand même une culture bavaroise qui est forte, t'as une culture... voilà. Oui, et puis c'est pas parce que l'État français a cherché à le faire qu'il a réussi à le faire. Les identités régionales, on en a parlé dans notre tout premier épisode, elles continuent à exister. Elles continuent à exister, il y a toujours encore... des Nantais qui revendiquent le rattachement de Nantes à la Bretagne. Ils sont irréductibles, ceux-là. Des Corses qui sont bien Corses, etc. Donc oui, voilà. Mais c'est un peu la même peur qu'on a de la mondialisation, finalement. Enfin, sur une autre dimension, mais je pense que on a peur que l'Europe... d'une certaine manière, enlève l'identité propre à chacun, comme on a peur dans la mondialisation qu'on finisse par tous parler anglais et qu'on oublie chacune, là, sur le plan linguistique, mais que
les langues disparaissent petit à petit. Et je pense qu'il y a ce côté-là où on se raccroche à ça, parce qu'on a peur de l'inconnu aussi, parce que finalement, alors que autant la mondialisation, enfin dans une démarche capitaliste, forcément, il y a cette volonté d'unification parce que ça va faciliter beaucoup de choses. Autant en Europe, il y a plus ce côté. J'ai l'impression qu'il y a une âme qu'il n'y a pas du tout dans la mondialisation. Oui, voilà, ouais. Enfin, il y a quelque chose de profondément humaniste dans l'Europe, alors que c'est très productiviste, on va dire. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme pour la mondialisation, mais... Oui, mais parce que là, pour le coup, c'est là où on a un point fort et un point de départ qui est extrêmement fort, c'est qu'on a quand même un ensemble de valeurs communes, héritées des Lumières, les valeurs de liberté, de démocratie, de tout ça. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, je crois, un très grand nombre d'Européens se reconnaissent et se retrouvent et qu'ils considèrent comme étant des points communs. Et ça, c'est très, très fort. Et ce qui, par contre, là, je pense que la plus grosse barrière, finalement, c'est la langue. Et c'est presque ce qui est dommage parce que il faut une langue commune pour pouvoir communiquer. Et en même temps, ce serait extrêmement triste de perdre toute cette variété de linguistique qu'il y a, qui est aussi belle et qui rend qui crée cette richesse aussi culturelle européenne. Là, faut trouver une solution qui est pas évidente à trouver. Eh ben, d'apprendre plein de langues. Et il y a une chose qui est intéressante par rapport à l'apprentissage des langues, c'est qu'en France, en tout cas, quand on fait une langue de manière un petit peu plus poussée que la moyenne, on appelle ça une section européenne. Donc, comme si on apprenait des langues pour les parler à l'échelle européenne spécifiquement. Je n'avais jamais fait le parallèle. D'ailleurs, c'est marrant, j'avais vu que 86% des Français considèrent que tout le monde dans l'Union devrait être capable de parler une langue en plus de sa langue maternelle. Et 62% des personnes interrogées en France estiment, en revanche, que toutes les langues de l'Union européenne devraient être traitées de la même manière. Donc on devrait tous finalement parler au moins une langue de plus. Et je pense que c'est effectivement ça la seule solution, entre guillemets, qu'on soit tous capables de parler au moins une ou deux langues de plus que de notre langue maternelle pour communiquer avec d'autres Européens. Et bon, il y aura l'anglais, parce que l'anglais, c'est devenu la langue de communication. D'accord, enfin, pourquoi pas, si le but est de communiquer, communiquons, enfin, j'ai envie de dire. Parlons-nous. Pardon. Ça n'empêche pas, si tu rencontres un Tchèque et que tu t'aperçois et en fait, t'as appris le tchèque, bah, finalement, tu lui parles en tchèque, il serait hyper content que tu lui parles en tchèque plutôt qu'en anglais, peut-être. Ouais. Apprenons le tchèque. Apprenons le tchèque. C'est marrant finalement qu'entre Européens ou entre gens de l'Union européenne, on va communiquer, parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est l'anglais qui nous relie beaucoup. Enfin, je pense à Erasmus. Dans tous les pays, souvent, on parle anglais avant de parler la langue du pays. Et du coup, c'est drôle potentiellement, parce que comme il y a eu le Brexit, de voir que finalement, l'anglais va rester. Oui. J'ai vu un chiffre à ce propos, d'ailleurs. L'anglais est passé de la 3e langue maternelle la plus parlée, 13%, après l'allemand et le français, à la 16e, avec le Brexit, en fait. Ah oui, c'est intéressant. Mais à propos d'Erasmus, d'ailleurs, j'en profite pour expliquer ce qu'est Erasmus au cas où il y en a qui ne sachent pas, parce que nous, ça nous paraît une évidence, mais ça ne l'est absolument pas. Donc Erasmus, c'est un programme d'échange universitaire à l'origine qui permet à des étudiants européens de partir étudier un semestre ou un an dans une université en Europe, mais pas dans leur pays. Et ça a été élargi aussi aux jeunes travailleurs récemment. Et donc, je voulais dire à propos d'Erasmus, moi j'ai eu la chance de faire une année d'Erasmus à Bologne en Italie et j'ai été assez surprise parce qu'on ne parlait pas anglais finalement. J'ai réussi, on a tous réussi à parler plutôt italien dans un groupe d'amis qui incluait des Français, des Italiens, des Allemands et des Espagnols. C'est chouette, et on a réussi à parler plutôt italien parce qu'on s'est donné ce défi aussi. On était là pour apprendre cette langue. Mais du coup, moi j'étais en Angleterre, donc c'était facile de parler anglais, donc c'est pas représentatif, mais effectivement, c'est 10 fois mieux quand tu parles la langue du pays, parce que c'est là où tu rencontres la vraie culture, et c'est là où tu rentres vraiment dans l'Europe, entre guillemets, parce que
Mais c'est peut-être un peu la seule chose attractive que l'Union européenne ait vraiment mis en place, en fait. Ce qui manque, comme disait Raphaël, c'est du contenu, quelque chose qui donne envie de se sentir européen, qui permette de se sentir européen. Mais ils sont pas très bons en com. Non, pas doués en com. Parce que finalement... on voit d'ailleurs pour que les citoyens votent aux élections européennes, c'est pas si facile que ça. Il y a ce côté, encore une fois, je pense assez abstrait, où ça se passe pas chez nous, ou en tout cas on n'en a pas toujours conscience. Et je crois qu'il y a un peu cette distanciation de, comme quand on en parlait pour l'épisode des médias, c'est pas au plus près de nous, donc voilà, c'est quelque chose qui se passe et on voit ça parfois aussi comme des nouvelles normes, des nouvelles choses où on a l'impression qu'on unifie un petit peu tout, alors que... Pour moi, c'est beaucoup dans le storytelling, parce que c'est dans la manière dont c'est présenté. On présente... même les élections européennes sont toujours vues à travers des enjeux nationaux. Chaque élection européenne est transformée en une élection nationale. C'est vrai. Et on a une espèce de référendum sur le gouvernement en place, quoi. Ouais, c'est tout à fait vrai. On passe complètement à côté du sujet à chaque fois. Et c'est triste. Et la participation est faible à chaque fois. J'avais vu... Oui, la participation aux élections européennes est en baisse continue depuis la première élection au suffrage universel en 1979. Et on s'est retrouvé à 42,43% de participation en 2014. C'est quand même hyper faible, quoi. Et c'est remonté à 50% en 2019. Mais c'est qu'une personne sur deux. Ça reste une personne sur deux, quoi. Et c'est... Voilà. Oui, alors qu'en fait, c'est super beau d'avoir un Parlement européen élu au suffrage universel parce que c'est le seul Parlement supranational qui est élu au suffrage universel. Oui, non, mais non seulement c'est beau, mais en plus, c'est la principale institution européenne sur laquelle les citoyens européens peuvent vraiment agir par leur vote directement. On élit nos députés au Parlement européen et ce sont ces députés européens qui vont agir directement sur la politique européenne et qui vont pouvoir influencer ce qui se décide à Bruxelles et quelles sont les normes européennes qui sont adoptées, etc., etc., etc. Et le Parlement européen est une institution européenne qui a du pouvoir, qui peut faire des choses, qui peut bouger des choses. Et c'est juste dommage que les gens ne se saisissent pas de ce pouvoir-là, en fait. Parce qu'on l'a, on peut vraiment faire quelque chose, quoi. Ouais. Raphaël, député européen. Non, pas député, non, certainement pas, mais je trouve dommage. Mais par contre, je trouve qu'on pourrait améliorer la communication sur le sujet, ça c'est sûr. Non, mais quand tu parles par contre de storytelling, ça me refait penser, notamment par l'histoire de tes parents, mais dans le métro parisien, à la gare Montparnasse, il y avait tout un couloir où ils avaient mis des histoires de couples rencontrés pendant Erasmus et tous les bébés qui s'en étaient en suivi. Et là, je trouve que c'est un bon storytelling. Oui. C'est le seul moment où je suis un petit peu triste parce que moi, je suis avec un Français. Du coup, il n'y a pas trop de mixité à ce niveau-là. Mais j'avais trouvé que c'était c'est très beau, en fait. Et d'ailleurs, ça fait penser à l'auberge espagnole qui aussi, finalement, a vachement, d'une certaine manière, promu l'Europe. Et là, récemment, dans leur dernière série avec Salade grecque, qui est la suite de l'auberge espagnole. Et finalement, je trouve ça m'a marqué parce qu'il y a ce côté, finalement, on se sent proche de ces problématiques européennes et notamment quelque chose qui est abordé dans Salade grecque, qui est tout ce qui est flux migratoires, les migrants, etc. C'est quelque chose aussi qui est très propre à l'Europe en ce moment. Enfin, c'est une problématique commune. Et j'ai trouvé ça assez chouette de voir, d'ailleurs, dans cette série, les différents étudiants Erasmus de plusieurs nationalités qui sont en Grèce et qui discutent de tous ces enjeux-là, finalement. Et d'une certaine manière, c'est un peu presque avoir aussi on parlait de storytelling, de communication, et c'est un peu aussi des rôles modèles, je sais pas comment dire, mais... Des références? Oui, des références, je pense. Parce qu'on est tous effectivement dans nos pays ou dans nos régions et comment
comment on arrive à avoir une supra-identité finalement. Oui, ce qui est dommage, c'est que ça reste aussi encore très quand même réservé à une élite entre guillemets, en tout cas des gens qui sont dans une situation relativement avantagée, quoi. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir développer, permettre à des gens de milieux plus défavorisés de circuler plus, de voyager à l'intérieur de l'Union européenne, faire des rencontres comme ça. Parce que c'est comme ça, comme tu dis, ça aiderait justement à la construction d'une identité plus européenne, en plus de sortir les gens de leur quartier où ils sont un petit peu dans leur entre-soi. Et même quand on parlait d'Erasmus, au final, Erasmus, comme tu disais, Sybille, c'est 1 semestre ou 1 an. C'est pour des étudiants, alors même si ça a été aussi un petit peu élargi, mais à quel moment dans une vie professionnelle, on va dire standard, à quel moment au final pas seulement on part en vacances, mais on part vraiment à la rencontre des autres Européens et qu'il y ait plus d'échanges entre entreprises ou je sais pas, enfin des choses qui permettent vraiment de rallier différemment. Ça me fait penser d'ailleurs, Raphaël, on s'est connus grâce à un espace de coworking à Paris et quand je suis arrivée dans cet espace de coworking, il y avait une de mes collègues qui partait faire un échange, je crois en Suède, dans un autre espace de coworking. Et cette Suédoise qui, elle, avait son espace de coworking en Suède, était venue dans l'espace de coworking parisien. Et j'avais trouvé ça génial, en fait, juste ce partage de connaissances, de compétences, d'expériences, et de voir comment ça se passe dans d'autres pays. Alors, ça peut bien sûr s'appliquer au monde entier, ça. Mais finalement, il y avait ce côté européen que j'avais trouvé intéressant et qui finalement est très peu mis en place ou très peu proposé ou... Ça peut être que enrichissant, en fait, la plupart du temps. Ouais, mais c'est vrai qu'il faudrait trouver une manière d'ouvrir ces échanges européens à toutes les catégories sociales. Ça me fait penser aussi aux quelques initiatives qui existent pour faire en sorte qu'on se sente européen dans le domaine du sport. Et j'ai vu que dans le domaine du sport, il existait des équipes européennes dans 2 sports, le golf et le hockey sur glace, qui sont connus pour être des sports pas très populaires, plutôt des sports pratiqués par des personnes qui ont un haut niveau de revenus. Voilà. Et donc, ces personnes-là pourront participer à des équipes européennes, mais ça ne va pas toucher tout le monde. Oui, parce que dans les compétitions européennes, au sens, par exemple, les championnats d'Europe d'athlétisme, par exemple, en fait, on est par pays, ou à toutes les compétitions européennes, on est par pays. Et du coup, c'est aussi là, moi, je me sens notamment française, parce que pendant toute mon enfance, j'ai regardé des compétitions sportives à la télé où, avec ma famille, on supportait ardemment la France. Et on en oubliait presque que c'était une compétition européenne. Et en même temps, je me suis toujours un petit peu dit aussi, après c'est mon idée personnelle, mais que c'était finalement une bonne manière d'exprimer comme ça nos petits nationalismes et notre petit tout à fait. Oui, bien sûr. De cette rivalité entre nations. De toute façon, c'est des super valeurs pour ça, le sport. Voilà, exactement. C'est accepter de perdre, gagner tout ce qui est lié aux efforts, etc. Le fair play. Le fair play, quoi. Et ça serait drôle d'avoir une compétition, par continent, un petit peu. Ça pourrait être marrant, par exemple, lors des Jeux Olympiques ou quelque chose comme ça, d'avoir des équipes européennes, quoi, ou des athlètes européens qui représentent l'Europe dans certaines compétitions, peut-être pas toutes, mais certains sports, je veux dire. Mais justement, si on veut que ça touche tout le monde, il faudrait le faire pour le foot. Oui, complètement. Oui. Je pense. C'est sûr. Et on pourrait, par exemple, bien sûr, on pourrait avoir une équipe européenne pour la Coupe du Monde. Ouais, ce serait sympa. Et puis, du coup, les gens chanteraient Mbappé, il a sauvé l'Europe. C'est vrai que je pense qu'en termes de com, il n'y a pas mieux. Effectivement. Alors, en conclusion, est-ce que vous pensez qu'il y a une identité européenne et est-ce que vous pensez qu'il devrait y en avoir une ? Cécile.
Je pense que maintenant qu'on a fait l'épisode, j'ai l'impression qu'il y en a une, que finalement elle est un peu cachée d'une certaine manière, dans le sens où elle est intériorisée dans chaque Européen. Elle n'est pas toujours forcément exprimée ou conscientisée, mais j'ai l'impression que oui, il y en a une, de par notre histoire, de par notre monnaie, de par nos réactions face parfois aux autres continents où on n'a pas les mêmes cultures et les mêmes façons d'être, et de par aussi finalement les événements qui nous lient. Et du coup, oui, je pense qu'il devrait y en avoir une un petit peu plus du coup conscientisée. C'est vrai que j'aimerais bien que l'école aussi, comme finalement c'est aussi quand on est petit qu'on peut conscientiser ce genre de choses, qu'il y ait un peu plus finalement une conscience européenne ou en tout cas un partage ou davantage d'échanges aussi, mais que ça soit un petit peu plus exprimé à l'école, et surtout que ça soit un peu comme de la formation continue, que après qu'on ait Erasmus, finalement qu'on continue un peu toute sa vie avec des opportunités d'aller à la rencontre d'autres Européens, et sur un plan un tout petit peu plus personnel et moins professionnel, de peut-être, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais d'utiliser le pass Interrail qui permet de prendre le train et d'aller à la rencontre des autres terres européennes. Mais non, c'était bien cet épisode pour mettre un peu de conscience sur tout ça finalement, et de me sentir pas que française, normande, mais aussi européenne. Voilà. Chouette. Et Sybille ? Moi, je pense aussi qu'il existe quand même une identité européenne, puisque si on se pose tellement la question, c'est forcément qu'il y en a une, en tout cas que l'idée existe, que l'on considère qu'elle est importante ou pas, mais il y a presque une identité dans cette recherche d'identité, parce qu'on a envie de se raconter des histoires communes et on ne sait pas forcément exactement lesquelles, mais il y a cette envie quand même, je pense. Et à ce sujet, j'ai une recommandation. Il y a un livre qui est paru en février 2022 qui s'appelle Le Grand Tour. Et ce sont en fait 27 écrivains européens qui chacun racontent le continent européen à leur manière depuis leur lieu familier. Et donc ça crée une histoire commune à travers ces 27 voix. Donc le fait qu'on se pose la question que ce soit un sujet politique, qu'on écrive des livres dessus, pour moi ça veut dire que ça existe, et c'est quelque chose effectivement comme Cécile que j'aimerais bien renforcer dans son aspect positif. Et toi, Raphaël ? Oui, moi je suis d'accord, comme tu disais, Cécile, qu'il y a vraiment quelque chose qui existe, qui est là, qui est un petit peu diffus et caché, qu'il faudrait renforcer. Et j'aime beaucoup ton idée de une sorte de formation continue, cette idée, alors pas où il y aurait une espèce de cursus obligatoire évidemment, hein, mais cette idée en tout cas de renouvellement continu de ce sentiment d'appartenance un petit peu, pas à travers des choses diverses et variées qui restent à inventer, mais qui viendraient de la politique européenne en fait, des manières d'encourager comme ça une identité européenne un peu plus conscientisée quoi. Voilà. Donc en conclusion, je voudrais faire appel à vos avis, auditeurs et auditrices de French Baratin. Que vous soyez européen ou non, est-ce que vous avez l'impression qu'il existe une identité européenne ? Est-ce que vous avez déjà eu des chocs culturels ou d'autres expériences qui iraient dans ce sens ? Racontez-nous ça sur Instagram ou à l'adresse bonjour@frenchbaratin.com. Et pour aller plus loin sur cette thématique, vous pouvez vous abonner sur notre Patreon et recevoir le transcript et des bonus en lien avec chaque épisode. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.